Honoré de Balzac, La peau de chagrin. Préface de la première édition, août 1831. Il y a sans doute beaucoup d'auteurs dont le caractère personnel est vivement reproduit par la nature de leur composition, et chez lesquels l'œuvre et l'homme sont une seule et même chose. Mais il est d'autres écrivains dont l'âme et les mœurs contrastent puissamment avec la forme et le fond de leurs ouvrages, en sorte qu'il n'existe aucune règle positive pour reconnaître les divers degrés d'affinité qui se trouvent entre les pensées favorites d'un artiste et les fantaisies de ses compositions. Cet accord ou ces disparates sont dus à une nature morale aussi bizarre, aussi secrète dans ses jeux que la nature est fantasque dans les caprices de la génération. La production des êtres organisés et des idées sont deux mystères incompris, et les ressemblances ou les différences complètes que ces deux sortes de créations peuvent offrir avec leurs auteurs prouvent peu de choses pour ou contre la légitimité paternelle. Pétrarque, Lord Byron, Hoffmann et Voltaire étaient les hommes de leur génie, tandis que Rabelais, homme sobre, démentait les goinfreries de son style et les figures de son ouvrage. Il buvait de l'eau en vantant la purée septembrale. Comme Brillat-Savarin mangeait fort peu, tout en célébrant la bonne chère. Il en fut ainsi de l'auteur moderne le plus original dont la Grande-Bretagne puisse se glorifier. Mathurin, le prêtre auquel nous devons Eva, Melmoth, Bertram, était coquet, galant, fêtait les femmes, et l'homme aux conceptions terribles devenait, le soir, un dameré, un dandy. Ainsi de Boileau, dont la conversation douce et polie ne répondait point à l'esprit satirique de son vers insolent. La plupart des poètes gracieux ont été des hommes fort insouciants de la grâce pour eux-mêmes, semblables aux sculpteurs qui, sans cesse occupés à idéaliser les plus belles formes humaines, à traduire la volupté des lignes, à combiner les traits épars de la beauté, vont presque tous assez mal vêtus, dédaigneux de parure, gardant les types du beau dans leur âme sans que rien transpire au dehors. Il est très facile de multiplier les exemples de ces désunions et de ces cohésions caractéristiques entre l'homme et sa pensée. Mais ce double fait est si constant qu'il serait puéril d'insister. Y aurait-il donc une littérature possible si le noble cœur de Schiller devait être soupçonné de quelque complicité avec François Moore ? La plus exécrable conception, la plus profonde scélératesse que jamais dramatiste ait jetée sur la scène. Les auteurs tragiques les plus sombres n'ont-ils pas été généralement des gens fort doux et de mœurs patriarcales ? Témoin le vénérable Ducis. Aujourd'hui même, en voyant celui de nos Favart, qui traduit avec le plus de finesse, de grâce et d'esprit les nuances insaisissables de nos petites mœurs bourgeoises, vous diriez d'un bon paysan de la Beauce enrichi par une spéculation sur les bœufs. Malgré l'incertitude des lois qui régissent la physiognomonie littéraire, les lecteurs ne peuvent jamais rester impartiaux entre un livre et le poète. Involontairement, ils dessinent, dans leur pensée, une figure, bâtissent un homme, le supposent jeune ou vieux, grand ou petit, aimable ou méchant. L'auteur une fois peint, tout est dit. Leur siège est fait. Et alors vous êtes bossu à Orléans, blond à Bordeaux, fluet à Brest, gros et gras à Cambrai. Tel salon vous hait, tandis que dans tel autre vous êtes porté au nu. Ainsi, pendant que les Parisiens bafouaient Mercier, il était l'oracle des Russes à Saint-Pétersbourg. Vous devenez enfin un être multiple, espèce de créature imaginaire, habillée par un lecteur à sa fantaisie, et qu'il dépouille presque toujours de quelque mérite pour la revêtir de ses vices à lui. Aussi avez-vous quelquefois l'inappréciable avantage d'entendre dire
Je ne me le figurais pas comme ça. » Si l'auteur de ce livre avait à se louer des jugements erronés ainsi portés par le public, il se garderait bien de discuter ce singulier problème de physiologie scripturale. Il se serait très facilement résigné à passer pour un gentilhomme littéraire, de bonnes mœurs, vertueux, sage, bien vu en bon lieu. Par malheur, il est réputé vieux, à moitié roué, cynique, et toutes les laideurs des 7 péchés capitaux, quelques personnes les lui ont gravées sur la face, sans même lui en reconnaître les mérites, car tout n'est pas vicieux dans le vice. Il a donc pleinement raison de dégauchir l'opinion publique, faussée en son endroit. Mais, tout bien pesé, il accepterait plus volontiers peut-être une mauvaise réputation méritée, qu'une mensongère renommée de vertu. Par le temps présent, qu'est-ce donc qu'une réputation littéraire? Une affiche rouge ou bleue collée à chaque coin de rue. Encore, quelque poème sublime aura jamais la chance d'arriver à la popularité du Paraguay-roux et de je ne sais quelle mixture. Le mal est venu d'un livre, auquel il n'a point attaché son nom, mais qu'il avoue maintenant, puisqu'il y a péril à le signer. Cette œuvre est la physiologie du mariage, attribuée par les uns à quelques vieux médecins, par d'autres à un débauché courtisan de la Pompadour, ou à quelque misanthrope n'ayant plus aucune illusion et qui, dans toute sa vie, n'avait pas rencontré une seule femme à respecter. L'auteur s'est souvent amusé de ces erreurs et les agréait même comme autant d'éloges. Mais il croit aujourd'hui que si un écrivain doit se soumettre, sans mot dire, au hasard des réputations purement littéraires, il ne lui est pas permis d'accepter avec la même résignation une calomnie qui entache son caractère d'homme. Une accusation fausse attaque nos amis encore plus que nous-mêmes. Et lorsque l'auteur de ce livre s'est aperçu qu'il ne se défendrait pas seul en cherchant à détruire des opinions qui peuvent lui devenir nuisibles, il a surmonté la répugnance assez naturelle qu'on éprouve à parler de soi. Il s'est promis d'en finir avec un nombreux public qui ne le connaît pas, pour satisfaire le petit public qui le connaît. Heureux, en cela, de justifier certaines amitiés dont il est honoré, et quelques suffrages dont il est fier. Sera-t-il maintenant taxé de fatuité en revendiquant ici les tristes privilèges de Sanchez, ce bon jésuite qui écrivit, assis sur une chaise de marbre, son célèbre bouquin des matrimoniaux, dans lequel tous les caprices de la volupté sont jugés au tribunal ecclésiastique et traduits au jugement confessionnaire, avec une admirable entente des lois qui gouvernent l'union conjugale. La philosophie serait-elle donc plus coupable que la prêtrise? Y aura-t-il de l'impertinence à s'accuser d'une vie toute laborieuse? Encourra-t-il encore des reproches en exhibant un acte de naissance qui lui donne 30 ans? N'est-il pas dans son droit, en demandant à ceux dont il n'est pas connu, de ne point mettre en question sa moralité, son profond respect pour la femme, et de ne pas faire d'un esprit chaste le prototype du cynisme? Si les personnes qui ont gratuitement médit de l'auteur de la physiologie, malgré les prudentes précautions de la préface, veulent, en lisant ce nouvel ouvrage, être conséquentes, elles devraient croire l'écrivain aussi délicatement amoureux qu'il était naguère perverti. Mais l'éloge ne le flatterait pas plus que le blâme ne l'a froissé. S'il est vivement touché des suffrages que ses compositions peuvent obtenir, il se refuse à livrer sa personne aux caprices populaires. Il est cependant bien difficile de persuader au public qu'un auteur peut concevoir le crime sans être criminel. Aussi, l'auteur, après avoir été jadis accusé de cynisme, ne serait pas étonné de passer maintenant pour un joueur, pour un viveur, lui dont les nombreux travaux décèlent une vie solitaire, accuse une sobriété sans laquelle la fécondité de l'esprit n'existe point. Il pourrait certes se plaire à composer ici quelque autobiographie qui exciterait de puissantes sympathies en sa faveur, mais il se sent aujourd'hui trop bien accueilli pour écrire des impertinences à la manière de tant de préfaciers, trop consciencieux,
dans ses travaux pour être humble. Puis, n'étant pas valétudinaire, il ferait décidément un triste héros de préface. Si vous mettez la personne et les mœurs en dehors des livres, l'auteur vous reconnaîtra une pleine autorité sur ses écrits. Vous pourrez les accuser d'effronterie, vitupérer la plume assez mal apprise pour peindre des tableaux inconvenants, colliger des observations problématiques, accuser à faux la société et lui prêter des vices ou des malheurs dont elle serait exempte. Le succès est un arrêt souverain en ces matières ardues. Alors, la physiologie du mariage serait peut-être complètement absoute. Plus tard, elle sera peut-être mieux comprise, et l'auteur aura sans doute un jour la joie d'être estimé homme chaste et grave. Mais beaucoup de lectrices ne seront pas satisfaites en apprenant que l'auteur de la physiologie est jeune, rangé comme un vieux sous-chef, sobre comme un malade au régime, buveur d'eau et travailleur, car elles ne comprendront pas comment un jeune homme de mœurs pures a pu pénétrer si avant dans les mystères de la conjugalité. L'accusation se reproduirait ainsi sous de nouvelles formes. Mais pour terminer ce léger procès en faveur de son innocence, il lui suffira sans doute d'amener aux sources de la pensée les personnes peu familiarisées avec les opérations de l'intelligence humaine. Quoique restreint dans les bornes d'une préface, cet essai psychologique aidera peut-être à expliquer les bizarres disparates qui existent entre le talent d'un écrivain et sa physionomie. Certes, cette question intéresse les femmes poètes encore plus que l'auteur lui-même. L'art littéraire, ayant pour objet de reproduire la nature par la pensée, est le plus compliqué de tous les arts. Peindre un sentiment, faire revivre les couleurs, les jours, les demi-teintes, les nuances, accuser avec justesse une scène étroite, mer ou paysage, hommes ou monuments, voilà toute la peinture. La sculpture est plus restreinte encore dans ses ressources. Elle ne possède guère qu'une pierre et une couleur pour exprimer la plus riche des natures, le sentiment dans les formes humaines. Aussi le sculpteur cache-t-il sous le marbre d'immenses travaux d'idéalisation dont peu de personnes lui tiennent compte. Mais, plus vaste, les idées comprennent tout. L'écrivain doit être familiarisé avec tous les effets, toutes les natures. Il est obligé d'avoir en lui je ne sais quel miroir concentrique où, suivant sa fantaisie, l'univers vient se réfléchir. Sinon, le poète et même l'observateur n'existent pas. Car il ne s'agit pas seulement de voir, il faut encore se souvenir et empreindre ses impressions, dans un certain choix de mots, et les parer de toute la grâce des images, ou leur communiquer le vif des sensations primordiales. Or, sans entrer dans les méticuleux aristotélismes créés par chaque auteur pour son œuvre, par chaque pédant dans sa théorie, l'auteur pense être d'accord avec toute intelligence, haute ou basse, en composant l'art littéraire de deux parties bien distinctes, l'observation, l'expression. Beaucoup d'hommes distingués sont doués du talent d'observer, sans posséder celui de donner une forme vivante à leurs pensées, comme d'autres écrivains ont été doués d'un style merveilleux, sans être guidés par ce génie sagace et curieux, qui voit et enregistre toutes choses. De ces deux dispositions intellectuelles résulte, en quelque sorte, une vue et un toucher littéraire. À tel homme le faire, à tel autre la conception. Celui-ci joue avec une lyre sans produire une seule de ces harmonies sublimes qui font pleurer ou penser. Celui-là compose des poèmes pour lui seul, faute d'instruments. La réunion des deux puissances fait l'homme complet, mais cette rare et heureuse concordance n'est pas encore le génie, ou, plus simplement, ne constitue pas la volonté qui engendre une œuvre d'art. Outre ces deux conditions essentielles au talent, il se passe, chez les poètes ou chez les écrivains réellement philosophes, un phénomène moral, inexplicable, inouï, dont la science peut difficilement rendre compte. C'est une sorte de seconde vue qui leur permet de deviner la vérité dans toutes les situations possibles, ou, mieux encore, je ne sais quelle puissance qui les transporte là où ils doivent, où ils veulent être. Ils inventent le vrai par analogie, ou voient l'objet à décrire.
soit que l'objet vienne à eux, soit qu'ils aillent eux-mêmes vers l'objet. L'auteur se contente de poser les termes de ce problème sans en chercher la solution, car il s'agit pour lui d'une justification et non d'une théorie philosophique à déduire. Donc, l'écrivain doit avoir analysé les caractères, épousé toutes les mœurs, parcouru le globe entier, ressenti toutes les passions, avant d'écrire un livre où les passions, les pays, les mœurs, les caractères, accidents de nature, accidents de morale, tout arrive dans sa pensée. Il est avare ou il conçoit momentanément l'avarice en traçant le portrait du lair de Dumbidix. Il est criminel, conçoit le crime, ou l'appelle et le contemple, en écrivant Lara. Nous ne trouvons pas de terme moyen à cette proposition cervico-littéraire. Mais à ceux qui étudient la nature humaine, il est démontré clairement que l'homme de génie possède les deux puissances. Il va, en esprit, à travers les espaces, aussi facilement que les choses, jadis observées, renaissent fidèlement en lui, belles de la grâce ou terribles de l'horreur primitive qui l'avait saisi. Il a réellement vu le monde, où son âme le lui a révélé intuitivement. Ainsi, le peintre le plus chaud, le plus exact de Florence, n'a jamais été à Florence. Ainsi, tel écrivain a pu merveilleusement dépeindre le désert, ses sables, ses mirages, ses palmiers, sans aller de Dan à Sahara. Les hommes ont-ils le pouvoir de faire venir l'univers dans leur cerveau, ou leur cerveau est-il un talisman avec lequel ils abolissent les lois du temps et de l'espace ? La science hésitera longtemps à choisir entre ces deux mystères également inexplicables. Toujours est-il constant que l'inspiration déroule au poète des transfigurations sans nombre et semblables aux magiques fantasmagories de nos rêves. Un rêve est peut-être le jeu naturel de cette singulière puissance quand elle reste inoccupée. Ces admirables facultés que le monde admire justement, un auteur les possède plus ou moins larges, en raison du plus ou du moins de perfection ou d'imperfection, peut-être, de ses organes. Peut-être encore, le don de création est-il une faible étincelle tombée d'en haut sur l'homme, et les adorations dues au grand génie seraient-elles une noble et haute prière ? S'il n'en était pas ainsi, pourquoi notre estime se mesurerait-elle à la force, à l'intensité du rayon céleste qui brille en eux ? Ou faut-il évaluer l'enthousiasme dont nous sommes saisis pour les grands hommes au degré de plaisir qu'ils nous donnent, au plus ou moins d'utilité de leurs œuvres ? Que chacun choisisse entre le matérialisme et le spiritualisme. Cette métaphysique littéraire a entraîné l'auteur assez loin de la question personnelle. Mais quoique dans la production la plus simple, dans Riquet à la houppe même, il y ait un travail d'artiste, et qu'une œuvre de naïveté soit souvent empreinte du mens divinior, autant qu'il en brille dans un vaste poème, il n'a pas la prétention d'écrire pour lui cette ambitieuse théorie, à l'instar de quelques auteurs contemporains, dont les préfaces étaient les petits pèlerinages des petits Childe Harold. Il a seulement voulu réclamer pour les auteurs les anciens privilèges de la clergie qui se jugeait elle-même. La physiologie du mariage était une tentative faite pour retourner à la littérature fine, vive, railleuse et gaie du XVIIIe siècle, où les auteurs ne se tenaient pas toujours droits et raides, où, sans discuter à tout propos la poésie, la morale et le drame, il s'y faisait du drame, de la poésie et des ouvrages de vigoureuse morale. L'auteur de ce livre cherche à favoriser la réaction littéraire que préparent certains bons esprits ennuyés de notre vandalisme actuel, et fatigués de voir amonceler tant de pierres sans qu'aucun monument surgisse. Il ne comprend pas la pruderie, l'hypocrisie de nos mœurs, et refuse du reste aux gens blasés le droit d'être difficiles. De tous côtés s'élèvent des doléances sur la couleur sanguinolente des écrits modernes. Les cruautés, les supplices, les gens jetés à la mer, les pendus, les gibets, les condamnés, les atrocités chaudes et froides, les bourreaux, tout est devenu bouffon. Naguère, le public ne voulait plus sympathiser avec les jeunes malades, les convalescents,
et les doux trésors de mélancolie contenus dans l'infirmerie littéraire. Il a dit adieu aux tristes, aux lépreux, aux langoureuses élégies. Il était là des bardes nuageux et des sylphes, comme il est aujourd'hui rassasié de l'Espagne, de l'Orient, des supplices, des pirates et de l'histoire de France Walter Scotté. Que nous reste-t-il donc ? Si le public condamnait les efforts des écrivains qui essaient de remettre en honneur la littérature franche de nos ancêtres, il faudrait souhaiter un déluge de barbares, la combustion des bibliothèques et un nouveau Moyen-Âge. Alors, les auteurs recommenceraient plus facilement le cercle éternel dans lequel l'esprit humain tourne comme un cheval de manège. Si Polyeucte n'existait pas, plus d'un poète moderne est capable de refaire Corneille, et vous verriez éclore cette tragédie sur 3 théâtres à la fois, sans compter les vaudevilles où Polyeucte chanterait sa profession de foi chrétienne sur quelques motifs de la Muette. Enfin, les auteurs ont souvent raison dans leurs impertinences contre le temps présent. Le monde nous demande de belles peintures. Où en seraient les types ? Vos habits mesquins, vos révolutions manquées, vos bourgeois discoureurs, votre religion morte, vos pouvoirs éteints, vos rois en demi-solde, sont-ils donc si poétiques qu'il faille vous les transfigurer ? Nous ne pouvons aujourd'hui que nous moquer. La raillerie est toute la littérature des sociétés expirantes. Aussi, l'auteur de ce livre, soumis à toutes les chances de son entreprise littéraire, s'attend-il à de nouvelles accusations. Quelques auteurs contemporains sont nommés dans son ouvrage. Il espère que son estime profonde pour leur caractère ou leurs écrits ne sera pas mise en doute, et proteste aussi d'avance contre les allusions auxquelles pourraient donner lieu les personnages mis en scène dans son livre. Il a tâché moins de tracer des portraits que de présenter des types. Enfin, le temps présent marche si vite, la vie intellectuelle déborde partout avec tant de force, que plusieurs idées ont vieilli, ont été saisies, exprimées, pendant que l'auteur imprimait son livre. Il en a sacrifié quelques-unes, celles qu'il a maintenues, sans s'apercevoir de leur mise en œuvre, étaient sans doute nécessaires à l'harmonie de son ouvrage.